Alors, on a des détecteurs, on a des collisionneurs, on a des collisions qui ont lieu au sein des détecteurs. Ça laisse des coups dans les détecteurs, ces collisions. Ces coups, c'est des 0 et des 1 d'informatique. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est ce qu'on appelle les données. Là, j'ai fait un effort pour que vous compreniez mon jargon. Vous devriez me remercier. Ce qu'on appelle un événement, c'est une collision. Pour nous, c'est une collision de protons, un événement. Alors, un événement, c'est évidemment la sortie d'un film au cinoche, etc. Mais pour nous, c'est une collision. C'est même un peu plus précis que ça, c'est une collision qui donne quelque chose dans les détecteurs, parce que des fois, il ne se passe rien. Évidemment, un événement, il va être intéressant ou pas selon ce qu'on cherche. Donc, je peux avoir des événements qui sont intéressants pour moi et pas ceux du voisin. Et désastreux même pour ceux du voisin. Concrètement, un événement, ça se traduit par l'ensemble des signaux que donnent les détecteurs. On stocke tous ces signaux. Et l'ensemble des événements, c'est ce qu'on appelle les données. D'accord? J'ai pas appuyé sur le bon truc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ces événements? C'est l'ensemble des signaux. On a deux niveaux de traitement. On a le niveau en ligne et le niveau hors ligne. Alors, en ligne, évidemment, il faut numériser tout ça, c'est-à-dire les coûts d'électronique, il faut tout numériser, et ensuite faire des calculs très rapides d'énergie, par exemple, ou d'identification, pour pouvoir sélectionner les événements intéressants. Parce qu'il n'y a rien au monde qui est capable de stocker ou traiter 400 MHz ou 40 MHz, parce qu'on en remplit 1 sur 10 de données. C'est impossible. Et des fois, il y a des événements qui, pour nous, pour la physique, ne nous intéresseront pas. Donc, par exemple, si on cherche, je ne sais pas, je vais dire un exemple au pif, le boson de Higgs qui se désintégrerait en 4 électrons, c'est possible, enfin 2 électrons, 2 positrons, et bien, évidemment, je vais vouloir regarder les événements avec des électrons dedans. Donc, j'ai besoin de calculs ultra rapides qui reconnaissent les électrons à la louche. C'est le sens de ce dessin-là, c'est-à-dire au lieu de faire finement, on fait ça par grandes régions du détecteur qu'on appelle des régions d'intérêt, à la louche pour très vite dire ouais, ça je garde, ça je jette, ça je garde, ça je jette. Ensuite, ceux qu'on a gardés, donc ça c'est en gros c'est 2000 PC qui travaillent en parallèle tout le temps. Ceux qu'on a gardés, on va les traiter en ligne. Et alors juste un petit calcul, c'est avec ce tri, ce qu'on appelle le déclenchement, on est passé à 100 Hz, 100 événements par seconde. Un événement c'est 1,5 MB, faites le calcul. Ça fait 10 millions de gigabytes par an à stocker et traiter. Et ça, il n'y a pas un ordinateur ou un labo ou même un pays qui est capable de le faire. Donc, on a été obligé d'utiliser et d'inventer la grille de calcul. Grille de calcul, c'est tous nos données, elles sont réparties sur toute la planète, ce qui donne des cas ubuesques. Je lance une analyse de données et là, on me dit « Ah ben non, le serveur de Taïwan est en panne, donc tu ne peux pas accéder à tes données. » Et moi, je suis à Saclay, à côté, dans la région parisienne, et je me fiche bien du serveur de Taïwan, mais mes données, elles sont réparties sur l'ensemble de la planète. Ces calculs-là hors ligne, ça sert à faire des objets physiques à partir des coups dans les détecteurs. Je vous ai dit, par exemple, le trajectographe, c'est un coup par couche. Bon, bah, de ça, je veux reconstruire une trajectoire. Donc, c'est ce qu'on va appeler la reconstruction. Et puis, l'identification, dire si oui ou zut, c'est un électron ou un photon, avec la méthode que je vous ai racontée tout à l'heure. Et tout ça, ça nécessite, ce que je disais, à peu près beaucoup plus maintenant que de 100 000 PC 24 heures sur 24. Donc, c'est la grille, c'est ce qui est représenté ici. Alors, la reconstruction, un petit mot pour que vous compreniez. Par exemple, je vais me baser sur photons et électrons. C'est exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je regarde d'abord dans le calorimètre. Est-ce qu'il y a un dépôt d'énergie? S'il y a un dépôt d'énergie dans le calorimètre électromagnétique, c'est un photon, un positron ou un électron. Ensuite, je regarde dans le détecteur de traces. Est-ce qu'il y a une trace qui touche, qui correspond à ce dépôt d'énergie dans le calorimètre électromagnétique? Si oui, c'est un électron. Alors là, j'ai été un peu rapide, un électron ou positron. Sinon, eh ben, c'est un photon. Et là, cet événement-là, il est assez instructif parce que, vous voyez, c'est en fait un Z qui s'est désintégré en 2 électrons plus un photon. Et vous voyez les 2 électrons ici, ils ont laissé des traces qu'on a redessinées en rouge pour que vous compreniez. L'électron n'est pas rouge. Et donc, des traces qui correspondent à des dépôts d'énergie dans le calorimètre électromagnétique. Et là, un dépôt dans le calo et rien en face. Donc ça, c'est un photon. Donc c'est ce qu'on fait, on reconstruit les données. Puis après, on analyse. Alors, il y a beaucoup de blabla, mais je vais réduire. J'ai dit que j'allais vous montrer comment on avait sorti le signal de Higgs avec les données qu'on a enregistrées jusqu'à maintenant. Donc le problème, c'est vraiment l'aiguille dans la botte de foin, c'est vraiment reconnaître un boson de Higgs parmi 10 milliards de fois plus d'autres événements qui vont avoir tendance en plus à lui ressembler. Alors analyser les données, encore un petit peu de jargon, c'est reconnaître le signal. Le signal, c'est ce que je cherche. Parmi tous les événements enregistrés, et tout ce qui ne sera pas mon signal, c'est le bruit de fond. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je suis dans un bureau où mon signal à moi est le bruit de fond du mec d'en face qui fait une autre analyse que moi, d'accord ? Donc ça dépend vraiment de l'analyse qu'on s'est donnée. Mettons qu'on cherche le boson de Higgs qui se désintègre en 2 photons. Alors, pourquoi en 2 photons ?
Je vous ai dit que le boson de Higgs, il avait plusieurs façons de se désintégrer. Vous vous rappelez tous les petits diagrammes de Feynman, là? C'est le diagramme, pas le diagramme, le plot est redonné ici. Donc en fonction de la masse du boson de Higgs, la probabilité de se désintégrer. Alors, il peut se désintégrer, par exemple, de façon très probable, comparativement à c'est toujours un Higgs, en WW, ou très peu probable en gamma-gamma. Mais les WW vont se désintégrer en des choses qui ressemblent à n'importe quel autre événement tout venant dans le détecteur, ou presque, alors que gamma-gamma, c'est un événement comme celui que je vous ai montré tout à l'heure, un photon, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. C'est pas de trace, c'est un beau dépôt dans le calot. Donc finalement, c'est moins probable qu'il se désintègre en gamma-gamma, mais c'est plus propre à reconnaître. C'est des événements qui vont être plus faciles à sélectionner. Donc la première chose qu'on fait quand on veut faire une analyse, c'est choisir quel signal on va chercher. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est gamma-gamma, qui n'est pas très favorable d'un point de vue de la probabilité, mais qui est très simple à reconnaître. Alors c'est d'autant plus important de choisir quelque chose de facile à reconnaître que, comme on veut beaucoup de collisions parce qu'on cherche des événements rares, et ben en fait, il y a plusieurs collisions par croisement de paquets de protons. Vous avez ici un événement, c'est Z là, c'est l'axe des faisceaux. Il y a eu 20 collisions proton-proton rigoureusement en même temps, dans le croisement des deux paquets de protons. Vous voyez le bazar intégral que ça fait en traces de particules. Reconnaître un événement compliqué là-dedans, bon courage. Donc il vaut mieux prendre des choses qui se voient très bien, comme par exemple ici, de leptons. Donc on va choisir un canal où c'est clair. Alors ensuite on sélectionne, par exemple si je veux trouver le boson de Higgs dans le canal photon-photon, je vais prendre parmi mes milliards d'événements, tous les événements où j'ai 2 photons. Fastoche, j'ai dit que je le cherchais en photon-photon. Là par exemple, vous voyez un événement où il y a 2 beaux dépôts dans le calorimètre électromagnétique et rien en face. Donc ça c'est 2 photons. Le problème, c'est que quand je vais faire ça, je vais sélectionner tout un tas de bruits de fond. Il y a 2 types de bruits de fond. Il y a les bruits de fond qu'on dit irréductibles, ça veut dire c'est vraiment un événement de physique où il y a vraiment 2 photons. Alors là, c'est juste pas de peau. Je vais les sélectionner en même temps et après, je devrais trouver une autre ruse pour savoir si c'était un Higgs ou pas un Higgs. Et puis, il y a les bruits de fond qu'on appelle réductibles. C'est quand on s'est vaguement gouré et qu'on a pris une particule pour un photon alors que ce n'en est pas. Et là, au moment du design du détecteur, on s'est débrouillé pour avoir un détecteur le plus rusé possible, de telle sorte que ce bruit de fond-là, on sache le discriminer du signal. Et puis ensuite, on choisit une observable, rusée, et on compte. Alors, par exemple, l'observable qu'on a choisi, nous, c'est la masse invariante photon-photon. C'est quoi la masse invariante photon-photon ? C'est à partir des énergies et des directions des 2 photons, reconstruire la masse de la particule dont ils sont issus, si jamais c'est bien une particule qui s'est désintégrée en 2 photons. C'est ce qui est représenté ici sur l'axe X. Là, c'est juste le nombre d'événements. Alors, avec les toutes premières données qu'on a accumulées en 2011, je vais vous raconter une petite anecdote, on sortait ça. OK ? Ça, c'est la petite ligne en pointillé, là, c'est si jamais le boson de Higgs avait le bon goût d'avoir une masse de 120 GeV multiplié par 5. D'accord ? Et ça, c'est le bruit de fond. Je vous l'ai dit, les 3/4 du temps, on récupère des 2 photons. Ils sont là. Il y a vraiment 2 photons dans le détecteur. Il n'y a rien à faire. On ne sait pas faire autre. En revanche, il n'y a aucune raison pour que ces 2 photons-là fassent une masse de boson de Higgs quand on regarde leur masse invariante. Et à ce moment-là, de l'année, c'était décembre 2011, les journaux ont dit « Le LHC voit des signes de boson de Higgs ». Vous voyez des signes de quelque chose, vous ? Encore une fois, les pointillés, là, c'est 5 fois ce qu'on attend s'il fait 120 GeV. D'accord ? Donc moi, avec des points... Parce que dans ces cas-là, pourquoi pas là, peut-être même là, ou là. Enfin, tout ça pour vous dire que sur un bruit de fond pareil, sortir un tout petit signal, c'est le cauchemar, et qu'on a besoin d'outils mathématiques poussés pour pouvoir dire si ça, c'est ce qu'on appelle significatif ou pas. Parce que nous, on ne voit pas des signes, hein, contrairement aux journalistes, nous, on ne voit pas des signes, on dit on a trouvé ou on n'a pas trouvé. Et je vais expliciter mon on a trouvé ou pas. Les outils statistiques perfectionnés qu'on utilise, c'est par exemple des probabilités critiques à partir desquelles on peut rejeter l'hypothèse que ce qu'on a vu, c'était juste du bruit de fond. Et la probabilité critique qu'on a choisie par convention dans le monde de la physique des particules, c'est ce qu'on appelle 5 sigma, et ça correspond à une chance sur 57 millions de s'être planté. On n'a pas pris trop de risques, c'est un peu ceinture et bretelle quand même, les 5 sigma. Et alors, quand je regarde cette probabilité critique en fonction de la masse du boson de Higgs avec ces résultats-là, je descends jamais à mieux que quelques 10-1.
Je suis très loin des 1 sur 1 million, d'accord? Donc, nous, on a dit non, on voit des signes de que dalle. On annonce une découverte quand on est à 5 sigma et pas au-delà. C'est-à-dire quand on n'a plus qu'une chance sur 57 millions de s'être planté.